Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Olivier Bergy. Vous êtes président de l'ADAPI de l'Essonne. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors l'ADAPI est une association à but non lucratif de loi 1901. Elle a été créée en 1969. Quels sont les objectifs de votre association au quotidien? Alors en fait, ils sont multiples. Peut-être comme vous le savez, en France, la prise en charge du handicap mental relève des associations de parents bénévoles et volontaires. L'ADAPI de l'Essonne a été, comme vous le disiez, créée il y a une soixantaine d'années par des parents qui n'avaient pas de solution d'accueil pour leurs enfants porteurs de handicap mental. Et donc, en fait, comme toutes les ADAPI départementales, il y a une ADAPI par département. Elles sont fédérées par le mouvement national qui s'appelle l'UNAPI. En fait, elles sont constituées de parents qui se sont fédérés pour inventer, créer, gérer des établissements et services qui permettront à leurs enfants de grandir dans les meilleures conditions possibles, mais aussi d'être reconnus au niveau de leur place dans la société. Vous vous tournez donc vers les personnes en situation de handicap mental, mais également de leur famille. Quelles sont les valeurs que vous défendez à travers l'association? Alors, les valeurs principales sont des valeurs avant tout de solidarité, bien évidemment. Comme je vous le disais, on est une association de parents bénévoles, non lucrative. Donc, en fait, notre activité principale, elle peut se décliner en trois domaines. Le premier domaine, c'est la création, l'invention et la création d'établissements et de structures innovants, adaptés à toutes les étapes de la vie de nos enfants porteurs de handicap mentaux. Le deuxième aspect, c'est la défense et la lutte pour la reconnaissance de la place des personnes porteuses de handicap mental dans la société moderne. Et bien évidemment, la troisième orientation, le troisième axe, et pas des moindres, c'est l'assistance aux familles pour les aider dans ce parcours extrêmement compliqué dans la vie de tous les jours à accompagner leurs enfants, mais aussi à les aider eux-mêmes, parce que les aidants, les accompagnants de personnes porteuses de handicap mental sont des familles et des gens qui vivent des choses parfois très difficiles. Et cette notion de solidarité est excessivement importante dans ce cas-là. Lorsqu'on a un enfant atteint d'un handicap mental, de nombreux doutes se posent face à nous, notamment concernant l'éducation. De nombreux parents ont peur de mal faire et sont également désemparés. Votre rôle, est-ce que c'est aussi de rassurer les parents et plus largement les familles et de leur donner les clés pour accueillir et éduquer l'enfant? Alors bien sûr, on a un rôle de conseil, et pas seulement nous, parce que l'ADAPI de l'Essonne emploie presque 300 salariés sur le territoire départemental aujourd'hui. Nous sommes une association relativement modeste pour le moment, mais une association extrêmement dynamique. On a beaucoup de projets en cours actuellement, y compris des créations de services et de structures particulièrement novateurs. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, on est épaulé par des professionnels qui sont nos collaborateurs, bien évidemment, et qui vont jouer un rôle tout à fait prédominant dans l'éducation, dans l'accompagnement des familles. Et puis, il y a ce côté fraternel. C'est pas un mot galvaudé pour nous, ce côté fraternel d'accompagnement des familles par d'autres familles qui sont impactées dans le domaine. Moi, je gravite dans le monde du handicap mental depuis que j'ai 3 ans, puisque avant d'être le père d'un jeune homme trisomique de 33 ans, j'ai été le frère d'un enfant qui, à la suite d'un accident néonatal, a présenté un handicap cérébromoteur absolument gravissime. Il n'a jamais pu être institutionnalisé. Et donc, moi, je gravite dans ce milieu-là depuis que je suis tout enfant. Et lorsque nous avons eu nos 3 enfants, nous avons 3 fils, le troisième était Maxence, donc, qui était porteur de trisomie, ça a été un peu un traumatisme et un séisme de revivre ces choses-là en tant que père, que j'avais vécu en tant que frère. Et j'ai mesuré à ce moment-là ce côté fraternel, parce que je me suis très vite, nous sommes très vite avec mon épouse, tournés vers les associations, et je milite dans le monde associatif du handicap mental depuis plus de 30 ans maintenant. Notre fils a 33 ans. Et ce soutien-là, à ce moment-là, est quelque chose d'essentiel. Et ce soutien fraternel doit s'accompagner tout au long de la vie de nos enfants porteurs de handicap, parce que les besoins sont différents, les angoisses des parents sont différentes, et les interrogations
situations sont différentes. Donc oui, vous avez raison, on accompagne énormément aussi les familles, et c'est ce côté militant associatif qu'on a à cœur de développer aussi. Vous avez plusieurs engagements au sein de l'association, notamment favoriser l'inclusion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap mental. Comment cela se traduit dans vos actions de tous les jours? Alors c'est un autre point important. Dans les années 60, lorsque mon frère est né, la place du handicap mental en France était excessivement difficile pour les familles. Moi, je me souviens que des gens dans la rue reprochaient à mes parents de sortir mon frère dans l'espace public. C'était des choses comme ça que j'ai eu à vivre. Heureusement, les choses changent beaucoup. Mais on est engagé, donc, comme vous le disiez, dans cette mouvance d'inclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inclusion? C'est essayer de redonner à nos enfants porteurs de handicap mentaux leur réelle place dans la société à tous les niveaux qui leur est possible. Et ça commence par le logement, mais ça continue aussi par la reconnaissance de leur place au sein de la société. Et on travaille énormément avec des collectivités territoriales, des municipalités, des mairies, avec des centres commerciaux, avec des personnels médicaux et paramédicaux, pour les former à l'accueil de la personne porteuse de handicap. On a un programme qui s'appelle S3A et qui consiste à aller former les gens qui le souhaitent à accueillir convenablement une personne porteuse de handicap mental et sa famille. Et l'inclusion, c'est aussi le logement. On a actuellement 2 grands projets immobiliers de logement inclusif. Qu'est-ce que c'est qu'un logement inclusif? En fait, ce sont des appartements que nous louons pour des personnes porteuses de handicap mental qui présentent un certain degré d'autonomie, qui leur permettent de vivre seuls dans un appartement, mais avec une maîtresse de maison, une médiatrice qui passe et qui s'occupe d'eux. Et leurs appartements sont mélangés avec les appartements des personnes dites ordinaires dans les programmes immobiliers que nous ciblons. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose de très positif pour autant. Donc, on parle de l'inclusion, mais est-ce que c'est suffisant quand on pourrait penser que finalement, au-delà d'avoir justement une aide au quotidien, pourquoi il ne pourrait pas avoir un appartement ou un logement lambda tout en étant accompagné au lieu de devoir finalement mettre en place tous ces logements inclusifs pour pouvoir leur permettre d'être inclus? Alors, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés par une association et par des professionnels, parce que sinon, ils n'obtiennent pas les logements en question. Il faut savoir qu'on a encore, alors on est en pourparlers avec de nombreuses communes sur le territoire essonien pour trouver des logements inclusifs, mais aussi pour construire et implanter de nouveaux établissements et de nouveaux établissements et services. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, on a un accueil tout à fait favorable. Mais dans certains cas non négligeables encore aujourd'hui au XXIe siècle, on a des responsables, des édiles locaux qui nous disent « Ah ben non, je ne peux pas vous accueillir sur le territoire communal parce que nos compatriotes, nos concitoyens ne veulent pas de personnes porteuses de handicap mental dans leur rue. » Ça existe encore au XXIe siècle. Donc en fait, nous, on les accompagne et c'est pour ça qu'il est nécessaire que ces personnes soient accompagnées pour obtenir un logement inclusif, parce que sans notre soutien et sans la présence de professionnels pour les accompagner et pour expliquer aux autres habitants du programme immobilier ce que c'est, ils n'obtiendraient simplement pas leur logement. Donc il y a donc encore des efforts à faire pour inclure les personnes en situation de handicap mental dans la société. Vous mettez également en place différents projets tels que l'extension du foyer d'hébergement de la résidence Soleil à Massy ou encore la création d'un établissement pour personnes handicapées mentales vieillissantes. Quels sont ces 2 projets? Alors en fait, on a plusieurs projets aujourd'hui dans les cartons. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas créer, nous, association d'établissements, si on ne répond pas à un appel à projet émis par les autorités de tutelle. Et nos 2 autorités de tutelle sont d'une part l'Agence régionale de santé Île-de-France, l'ARS Île-de-France, qui gère nos établissements et services médicalisés, et d'autre part le Conseil départemental de l'Essonne, qui gère tous les autres établissements. Enfin, qui ne gère pas, mais qui finance, pardon, tous les autres établissements, puisque c'est nous, associations, qui créons et qui gérons ces établissements. Alors c'est une situation un peu paradoxale. J'ai coutume de dire que ce n'est pas aux associations de malades qu'on demande de créer les hôpitaux, de recruter les médecins et de faire fonctionner
fonctionner les hôpitaux. Ce n'est pas aux associations de parents d'élèves qu'on demande de construire les écoles, les lycées, les collèges, de recruter le corps professoral et de gérer les établissements. Mais dans le handicap mental, en France, aujourd'hui, c'est aux associations de parents qu'on demande d'acheter les terrains, d'être maître d'ouvrage pour construire les bâtiments, de recruter les personnels et de gérer les établissements et services. Bien sûr, les pouvoirs publics s'engagent en nous versant un prix de journée, comme un hôpital, qui nous permet de faire fonctionner. Mais il y a une réelle délégation de services publics, en fait, de l'État vers les associations de parents bénévoles. Et on pourra revenir justement sur ces sujets dans une prochaine édition. Merci beaucoup Olivier Bergis d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.